Bonsoir, bon dimanche. Face à l'actu ce soir, déroule le tapis au Social Democratic Front, le SDF, vous le savez, à l'occasion, entre autres, des assises du NEC qui se sont déroulées au mois de juillet, le 23 juillet dernier, après la rencontre du chef au cabinet la veille. On va donc grandement faire le débrief de cette actualité-là, j'ai failli dire actualité chaude, au sein de ce parti, mais également au sein de la vie politique. Si tant il est vrai que le SDF, depuis 1990, est l'un des partis qui compte sur l'espace national. Cela dit, nous reviendrons également sur des sujets de l'actualité tels que traités par la rédaction de STV. La rentrée scolaire, c'est ce 5 septembre 2028, mais tout au long de la semaine, au sein du gouvernement, dans d'autres structures locales et nationales, la question était en débat. Il y a une conférence de presse conjointe entre les ministères sectoriels à Yaoundé pour dire comment cela va se passer. Vous le savez, parce qu'il y a cette menace de certains syndicats qui pèsent dans le sens d'une grève, mais également au ministère de la Défense. On parle des mesures prises, notamment pour voir les enfants retourner à l'école dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, mais à l'extrême nord. On en reparle grandement. Je l'ai dit d'entrée, l'invité est maître Adeline Djomgan. Elle est secrétaire générale du SDF, récemment désignée à l'issue donc des derniers travaux. Mais vous le savez, c'est une militante de la première heure depuis 1996. Elle a occupé un certain nombre de postes avant d'y arriver. Bonsoir, maître. Bonsoir, M. Dupita Tongo. Bonsoir, chers téléspectateurs de STV. J'ai envie de dire merci de nous accorder cette première sortie depuis votre nomination, désignation au sein du secrétariat général du SDF. C'est vrai que j'ai eu des sorties plutôt radio et non télévisées, et c'est la première sortie télévisée depuis ma nomination. Nous en sommes honorés. Je veux dire, vous vous sentez comme une militante pleine, accomplie, à la hauteur du poste? Je suis militante pleine, engagée, mais surtout une militante qui a été toujours là pour le parti. C'est vrai que j'ai commencé à militer en 1996 et je n'avais même pas 20 ans. J'étais encore au lycée en classe de première et j'ai fait tout mon parcours. J'ai commencé de la cellule à la circonscription, au comité exécutif national comme conseiller juridique national. Et il faut le dire, en 2012, j'étais la première femme à occuper ce poste comme conseiller juridique national, parce que généralement c'était les hommes qui étaient les conseillers juridiques nationaux et les autres femmes avocates du parti n'arrivaient pas à braver cela. Et j'ai essayé. En 2012, j'ai été la première femme à occuper ce poste au milieu des 9 autres hommes. Et en 2017, j'ai eu la chance d'être désignée par le chairman, nommé en 2017, janvier 2017, comme secrétaire général adjoint numéro 4. Et j'étais l'adjoint de mon prédécesseur. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être désigné encore à nouveau par le chairman et qui m'a accordé toute sa confiance comme secrétaire général du parti. Vous vous sentez donc les épaules assez larges. Je regarde d'ailleurs j'ai fait dire des dissonances pour faire un euphémisme, parce que ça peut aller au-delà, interne du parti, mais également au regard des enjeux. Sur le plan national, on sait que lors de la dernière présidentielle, le SDF est sorti assez affaibli, lors des dernières élections locales aussi. Vous êtes la secrétaire générale de la prochaine présidentielle, vous avez les épaules suffisamment larges pour cela? Assez, et je suis assez sereine, parce que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un nouveau départ, et il faut une certaine vitalité, un certain dynamisme, et je pense que les nominations qui ont été faites avec le chairman ont permis de rajeunir cette équipe, mais surtout de garder certains anciens. Et avec la jeune équipe qui est assez dynamique et la sagesse des anciens, nous allons mettre tout ensemble pour pouvoir évoluer et booster les prochaines échéances. C'est vrai qu'à un moment donné, tout le monde dit que nous sommes sortis très affaiblis. C'est vrai que nous sommes sortis affaiblis, mais nous sommes sortis affaiblis parce qu'il faut aussi le reconnaître. Nous avons deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest, qui ont été souvent nos régions aussi de grande lutte, où on n'a pas eu pratiquement pas d'élection. Et je pense que, et il faut le rappeler, le Conseil constitutionnel, même des derniers contentieux électoraux, le Conseil constitutionnel a reconnu cela et il y a eu l'annulation des élections législatives dans cette zone et un recommencement. Mais je suis sûr que le Conseil constitutionnel
étant téméraire, n'a pas voulu encore réannuler, parce qu'il y a, lorsqu'on a annulé et que nous sommes repartis à l'élection, nous avons encore eu le même problème qui s'est posé lors de la première annulation. Donc, il faut le reconnaître. C'est vrai que nous avons ces deux zones qui sont carrément en problème et qui vivent une crise sécuritaire énorme. Mais aujourd'hui, il faut encore rebattre et commencer à se battre à nouveau, mais surtout reconquérir les 8 autres régions. Parce qu'en 90, lorsque nous sommes allés aux élections de 92, c'était pas seulement le nord-ouest et le sud-ouest. On avait le littoral, l'ouest et les autres régions. Donc il faut reconquérir et aller travailler. Et aujourd'hui, notre intérêt, notre objectif, c'est reconquérir les populations, reconquérir le cœur des Camerounais. Et comment le faire? Et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Et je pense que même les renouvellements qu'ils sont en train de faire au sein du parti, c'est ce redéploiement et ça permet qu'on aille à la conquête des militants, mais surtout reconquérir le cœur des Camerounais, parce que ce sont les Camerounais qui sont électeurs. Et j'ai envie de vous reprendre au mot dans le comment le faire, mais ce sera certainement dans l'analyse donc des résolutions du dernier NEC. Mais avant, je vous suggère le premier reportage de l'émission de ce soir. Je l'ai dit, hein, on l'a dit tout à l'heure. Le gouvernement dit que la rentrée de demain sera sereine sur tous les plans, avant de parler de la question sécuritaire, malgré la menace de certaines organisations ou alors de certains syndicats des enseignants. Suivez plutôt. Cette réunion sécuritaire se tient dans un contexte marqué par diverses menaces et soubresauts dans certaines parties du pays, notamment dans la région de l'extrême nord, où le groupe Boko Haram continue à mener des attaques sporadiques contre certaines localités et certaines de nos positions malgré son fort affaiblissement. Les régions du nord-ouest et sud-ouest ne sont pas en reste. Les cas signalés d'enlèvement contre demande de rançon, d'usage d'engins explosifs improvisés et la propagande sécessionniste sur le boycott de la prochaine rentrée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que les pertes en vies humaines et matérielles enregistrées lors de certaines attaques terroristes sont interpellatrices sur la vigilance qui doit être de mise dans la couverture sécuritaire de cette importante échéance sociale. Le principal enjeu de cette rencontre est de veiller au déroulement de la rentrée scolaire dans 2 semaines en pleine sécurité. Pour ce faire, les chefs militaires territoriaux présenteront leurs rapports sécuritaires respectifs, suivant des échanges avant les recommandations du haut commandement. Une vigilance toute spéciale doit être observée au niveau de nos frontières tant terrestres que maritimes et de notre espace aérien. Les soubresauts et crises politico-sécuritaires dans certains pays voisins nous imposent la plus grande vigilance possible, d'autant plus que nous en subissons constamment et régulièrement les ondes de choc à travers l'afflux massif de réfugiés dans les régions de la Damawa, de l'Est et de l'extrême nord particulièrement. Nous devons tout mettre en œuvre pour prévenir et éviter toute éventuelle source supplémentaire d'insécurité dans le pays. Les résolutions de cette réunion seront portées à l'attention du chef de l'État, le chef des forces armées. Au ministère de la Communication, donc, aux côtés du ministre René Emmanuel Sadi, d'autres membres du gouvernement, notamment ceux des secteurs de l'éducation, se sont réunis également pour faire le point des avancées, des préparatifs dans leurs départements ministériels respectifs. On regarde. Face aux menaces de reprise de la grève des enseignants, le gouvernement fait le point de l'exécution des instructions du chef de l'État pour répondre à toutes les revendications. La mise en œuvre de ces mesures par les différents départements ministériels concernés a notamment permis à date la prise en charge financière de tous les enseignants du secondaire, encore sous le principe des 2/3 d'une part, et l'attribution de l'indemnité de logement à tout le personnel du ministère des enseignements secondaires qui n'en bénéficiait pas d'autre part, pour un coût mensuel de 1,5 milliard de francs CFA chaque mois, et ce depuis le mois de mars 2022. Sauf que la majeure partie des revendications des enseignants sont d'ordre financier. Les caisses de l'État ne peuvent pas soutenir d'un coup toutes les doléances. On parle de recrutement massif des instituteurs d'enseignement technique déjà formés. Imaginez qu'ils soient
40 000 au jour. Vous voyez l'État à ce jour en train de recruter 40 000 personnes dans ce coup. C'est pourquoi je voudrais rappeler et relever que les recrutements dans la fonction publique de l'État sont soumis à la double condition d'une expression préalable des besoins par les administrations et la confirmation de la soutenabilité budgétaire et relative. Parce qu'il serait irresponsable, totalement irresponsable, de la part du gouvernement de recruter et de ne pas pouvoir être capable de payer dans 3 mois. Outre les problèmes des enseignants, les ministres en charge de l'éducation sont également préoccupés par une éventuelle résurgence des écoles communautaires créées par les sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous avons noté que 12 écoles communautaires étaient implantées dans l'arrondissement de Rubongé, au sud-ouest, 6 dans l'arrondissement de Kuba 3, et que ces écoles étaient soutenues non seulement par les forces de séparation, les sécessionnistes, comme on les appelle, mais également certaines personnes qui, par peur de représailles des sécessionnistes, étaient obligées de mettre leurs écoles privées à ce service, soutenues dans une certaine mesure par quelques ONG qui ont été formellement identifiées et dont les agissements ont été communiqués aux autorités compétentes. Je puis dire qu'au jour d'aujourd'hui, le phénomène a été pratiquement éradiqué. Malgré cette crise sécuritaire et les menaces de grève des enseignants, le gouvernement est serein quant au lancement effectif de la rentrée scolaire le 5 septembre dans les 10 régions. Retour donc sur le plateau avec le secrétaire général du SDF, maître Adeline Djomga. Alors d'emblée, quelles sont les grandes visées des dernières résolutions du comité exécutif national du SDF tenu à Yaoundé le 23 juillet dernier? Alors, les dernières résolutions portaient essentiellement sur les renouvellements. Parce que nous sommes en pleine activité de renouvellement et les renouvellements chez nous sont statutaires. Donc, il est important de faire des renouvellements parce que nous sommes en train d'acheminer vers un congrès en 2023. Et là, on ne saura aller au congrès sans renouveler les structures du parti, les structures de base. Surtout qu'il faut le rappeler, toutes les structures de base, c'est-à-dire de la cellule à la région, sont en termes de mandat. Tous les mandats sont expirés depuis pratiquement plus d'1 an. Donc, il était nécessaire de renouveler afin que nous puissions aller au congrès avec les structures en place qui pourront dignement assister au congrès. Les grandes lignes de ces résolutions? C'était des renouvellements. Quand vous prenez ces résolutions, c'était les renouvellements. Tout était axé sur les renouvellements, tout était concentré sur les renouvellements. C'est vrai que on a parlé de la visite du président Macron en passant, mais sur les problèmes internes, c'était le renouvellement. Et justement, on a pu également voir quelques semaines avant des nominations au sein soit du chef au cabinet, d'un certain nombre de militants. Ça participe également de cette redynamisation du parti? Bien sûr, surtout que les nominations des membres du Shadow Cabinet, qui sont les présidents des commissions, parce que les ministres du Shadow Cabinet sont présidents de commission. En fait, dans les statuts, ils sont appelés présidents de commission. Alors, ces présidents de commission sont nommés par le chairman. Les statuts confèrent au chairman ses prérogatives, dont personne ne peut le lui enlever. Et dans la même lancée, il a aussi procédé aussi aux nominations du secrétaire général que je suis et de mes adjoints. Et il faut le dire, les membres du Shadow Cabinet ont leur mission. Leur mission, c'est de mettre leur expertise et leur connaissance au profit du parti, mais surtout de répondre aux attentes des populations face aux défaillances, aux manquements du régime en place et du parti au pouvoir. Alors, généralement, ils le font et il faut s'en féliciter. Et sur ce, il faut féliciter le chairman pour ce renouvellement et ce renouvellement même du Shadow Cabinet qui a permis aux Camerounais de découvrir des nouveaux visages, comme le professeur Kante, qui fait
un excellent travail. Nous avons d'ailleurs reçu Voilà. sur ce plateau. Voilà, on a le docteur Ndjoko, qui est diabéto-endocrinologue. Alors, nous avons Tizi Perret, qui travaille à la Fondation Friedrich Ebert. Il y a eu plusieurs recrues. Donc, tout cela permet aussi de mettre en exergue des plus jeunes, des personnes expertes, mais surtout des personnes qui ont une certaine expérience dans des domaines d'activité assez précis. Et ça nous permet aussi de pouvoir échanger, mais surtout d'avoir des cadres qui peuvent se mouvoir et donner aussi ce que pensent les SDF, donner les attentes, répondre aux attentes des populations, mais surtout dire quelles sont les visions ou quelles sont les attentes, répondre aux attentes des populations et dire ce que le SDF entreprend faire si nous arrivons au pouvoir. Mais avant que nous arrivions, ils doivent se mouvoir comme ils le font. Et depuis un certain temps, vous les voyez, ils essayent plus ou moins de faire des sorties, mais surtout de recadrer le régime en place chaque fois qu'il y a des manquements ou des défaillances. Justement, pratiquement, concrètement, au moment où l'on parle, par exemple, comment ils se déploient sur le terrain? Quelles sont les actions menées, par exemple? Les actions menées, vous allez voir, nous sommes en plein renouvellement. Hein. Ça veut dire qu'ils intègrent les structures du parti et ils aident aussi les militants à travailler à la base. Parce que nous sommes en train de renouveler les cellules, les circonscriptions électorales au niveau des arrondissements. Après, nous allons passer aux coordinations départementales et puis les conférences électives régionales. Le processus s'achève à quel moment? Le processus, normalement, devait s'achever au plus tard le 31 juin. Mais on a eu et les pluies et des musulmans qui étaient en période de carême dans l'extrême nord. Donc, on a prolongé le processus pour fin décembre. Et c'est même écrit dans les résolutions. Donc, les résolutions étaient claires. Il faut aller jusqu'en fin décembre pour pouvoir carrément atteindre le but des renouvellements. Alors, peut-être de parler de quelques grincements qui ont suscité tous ces changements. Alors, je voudrais qu'on revienne en commentaire sur la rentrée scolaire. Vous le voulez bien. Ouais. Notamment cette polémique autour d'un investissement, d'un accompagnement du SDF. Je rappelle, je ne l'ai peut-être pas dit à l'entrée, que vous êtes par ailleurs suppléante, députée suppléante à Avori Centre du SDF, donc du vice-président national Joshua aussi. Vous êtes également conseiller municipal à la mairie de la Première. Alors, vous vouliez rénover l'école publique de New Deido, mais vous l'avez fait aux couleurs du SDF, du moins au vert blanc. Et ça a laissé penser que vous meniez davantage une action politique qu'un événement social. Alors, avant de répondre, d'arriver sur le problème des couleurs, parce que pour moi, le problème des couleurs n'est pas un problème. Parce que je suis dans votre studio, vous êtes en vert et l'éclairage est en blanc. Je sais que ce n'est pas le SDF qui a pris moi, je vois du bleu à l'antenne. Hein? Non, c'est du bleu, mais moi, je vois du vert. Donc, j'espère qu'on n'a pas pris d'assaut votre studio. Donc, je pense que le débat sur les couleurs, c'est un faux débat. Un faux débat parce que nous sommes dans le canton d'Aïdo. Je pense que les couleurs mythiques du canton d'Aïdo, c'est le vert blanc. Alors, quand vous quittez même, vous allez au lycée de Deido, vous verrez que c'est le jaune-vert. Donc, faire un débat sur les couleurs m'intrigue un peu. J'aurais voulu qu'on fasse un débat si on avait vu la couleur ou la balance ou les insignes du SDF. N'empêche qu'il y a eu la plaque indicative. Oui, mais la plaque indicative, mais seulement sur l'école, on n'a pas écrit SDF. On n'a pas écrit SDF. On n'a pas écrit SDF. Et puis, monsieur le député, il faut le dire, hein, nous sommes dans un pays où on a un régime, un gouvernement très frileux. Et généralement, les gens n'arrivent pas à faire ce qu'ils devraient faire. Ils ne font pas le travail. Et lorsque les autres viennent le faire, on se met dans un état de frilosité et on sort. À un moment donné, on commence, toute l'autorité administrative s'émeut, tout le monde se lève et on dit il faut faire ceci. Mais il faut le dire aux Camerounais. Est-ce que vous savez que dans ces travaux-là que nous avons entrepris, la mairie de Douala Première a reçu un budget d'investissement public à hauteur de 8 millions qui devait refaire ces travaux. Ils n'ont pas fait. Jusqu'à aujourd'hui. La rentrée scolaire, c'est demain. Nous sommes le 4 septembre. La rentrée scolaire, c'est le 5 septembre.
Et lorsqu'on ne l'a pas fait, pourquoi on ne l'a pas fait? Non, parce que nous sommes dans un état où tout le monde est incompétent. Et quand on vient même les aider, ça devient un problème. On ne peut pas laisser les populations et l'éducation des enfants dans un état piteux et dans une précarité hors norme parce qu'il faut plaire aux autorités administratives. Non. À ce stade, où sont les travaux? Où en sont les travaux? Nous sommes déjà pratiquement à la fin. Et demain, les enfants pourront intégrer les salles de classe. Il faut peut-être relever que les couleurs ont été changées aussi. Hein. Oui, on a mis du blanc et du gris. C'est pour dire que ce qu'on disait comme couleur n'est pas un problème. Parce que du blanc et du gris, je ne sais pas l'explication qu'on donne au blanc et du gris. Le blanc et du gris représente quoi? Comme du blanc et du vert représente quoi? Quand on dit même que c'est la couleur du SDF, mais ça me fait froid, non? Quand vous prenez nos bulletins sont roses. Hein? Le logo vert-blanc, il vient seulement en petit insigne là, mais nos bulletins sont roses. Ça veut dire qu'en fond de couleur, lorsque nous sortons, vous allez voir que notre candidat à la présidentielle de 2018 était en fond rose. Même ses affiches. Donc il faut qu'on cesse de relativiser. Non, qu'on cesse de détourner les Camerounais des vrais problèmes et de les amener dans la distraction continue et permanente. Parce que ce qu'on fait là, c'est de la distraction. Tout à l'heure, j'ai vu le reportage, on parlait des enseignants. Absolument. On parlait de la probabilité d'une ressurgence des grèves. Et pourquoi il y a des grèves? Pourquoi on n'arrive pas à résoudre le problème des enseignants définitivement? Si nous sommes ce que nous sommes, si je suis ce que je suis, si vous êtes ce que vous êtes, c'est grâce à un enseignant. Alors on ne peut pas aujourd'hui les laisser dans une précarité et les clochardiser et penser qu'il faudrait qu'on vive comme ça. Non. Mais y a-t-il d'autres actions de ce genre que vous menez sur le Non, il y a plusieurs actions. Autant nous avons fait cela à Nudedo et ça... Il faut féliciter l'honorable aussi Joshua, député de Voury-Centre, et toute son équipe, ainsi que moi, sa suppléante. Dans le Mungo, nous avons notre vice-ministre du Shadow Cabinet, qui est en Allemagne, et nous avons le secrétaire de la coordination départementale du Mungo, qui se sont mis ensemble, et ensemble, ils ont carrément mené une action de distribution des fournitures scolaires aux enfants déplacés, démunis et aux enfants indigents. Voilà, ce sont des actions sociales que nous menons tous les jours, au quotidien, parce que nous pensons que notre objectif, c'est penser au bien-être des Camerounais. D'accord. C'est penser au bien-être des populations. Parce que nous sommes un parti social-démocrate et la social-démocratie, son leitmotiv, c'est l'homme au centre de tous les intérêts. Et vous verrez que même le député du Mungo Sud, Djemini, il a procédé depuis quelques jours à l'installation des forages dans 4 arrondissements dans le Mungo Sud. Parce que nous pensons que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le bien-être des populations, parce que les populations sont au centre de nos priorités, au centre de nos intérêts. D'accord. Je voudrais qu'on prenne une autre pause pour évoquer cet autre reportage à présent. Nous allons parler politique avec cette sortie ici à Douala du directeur général des élections, Eric Essoussé, qui est venu en fait mettre un terme à l'opération qui a été lancée le 1er janvier dernier. Bonne nouvelle de ce côté, 50 000 nouveaux inscrits sur le fichier électoral qui porte désormais en croissance le nombre d'électeurs. Regardez plutôt. Plus de 50 000 nouveaux inscrits en 2022. C'est ce qui est marqué sur le compteur d'Elections Cameroun à quelques heures de la clôture des opérations de révision électorale pour l'année 2022. Les premiers chiffres qui me sont parvenus montrent que nous avons fait mieux que l'an passé. Un progrès qui est très significatif, n'est-ce pas, qui est quand même plus de 50 000 inscrits par rapport à l'an passé, donc c'est très bon. Les potentiels électeurs ont jusqu'à minuit pour se faire enregistrer dans les fichiers d'Elecam. En attendant les retardataires, les chiffres de l'année 2022 connaissent une augmentation en comparaison à 2021, alors évaluée à 7 millions, une année négativement marquée par la Covid-19. Au plan national, je pense que nous sommes déjà au-delà de 7 millions. Et comme j'aime dire, le plus important, c'est d'inscrire les personnes qui doivent être inscrites, pas n'importe qui. On ne fait pas du tout venant. On prend les gens qui peuvent s'inscrire légalement selon la loi. Et la loi dit que c'est à partir de 20 ans. La campagne de révision cette année est freinée par des problèmes de logistique dans plusieurs agences d'Elecam. La technologie a souvent ces problèmes que nous devons résoudre. Mais nous pensons que malgré les difficultés technologiques et techniques,
nous avons des techniciens qui travaillent pour que notre matériel soit au point. Mais on va continuer à travailler pour améliorer les performances techniques. À quelques heures de l'arrêt des opérations de 2022, le directeur général des élections fait une tournée dans la ville de Douala. C'est ce 31 août, sous une pluie battante, dans un point d'enregistrement au carrefour d'Okoti, à l'antenne communale d'Elecam de Douala 2e et au siège régional d'Elecam pour le littoral. Le bilan des opérations sera connu lors d'un point de presse prévu le 1er septembre 2022 à la délégation régionale d'élections Cameroun pour le littoral. Le point de presse qui a donc permis de confirmer ces chiffres de Éric Essousset tout à l'heure. Alors, cela dit, reparlons du SDF, notamment de cette fois-là. Il y a peut-être ces grincements dedans que l'on entend de plus en plus. D'abord à l'issue des nominations, mais également après les résolutions du NEC. Il y a ce qu'on appelait un peu les 27 de Bouddha. Un ensemble de cadres de très haut niveau. D'ailleurs, l'ancien secrétaire général, votre prédécesseur, compte parmi ceux-là. Il y a des sénateurs, des anciens maires, des élus, des députés, des maires aussi. D'abord, vous, comment vous le percevez au SDF? Vous vous dites, vous avez le sentiment qu'il y a quand même une épine dans la chaussure, un caillou qui s'interroge grandement au point où l'écho se fait entendre déjà hors du parti. Alors, Monsieur Dupita, avant de répondre à cette question, tout à l'heure on parlait des élections. Il faudrait que je le dise ici. Pendant la période de janvier à août, qui sanctionnait la fin des inscriptions sur les listes électorales, il faudrait le dire, nous avons à Douala 1er mis une équipe en place et qui faisait un déploiement énorme. Et au terme, à la clôture des inscriptions, et je veux le féliciter ici, hein, le secrétaire à l'organisation de ma circonscription a été félicité, et ça, il faut le dire, par le directeur d'élections Cameroun, qui a carrément désigné le meilleur agent, le meilleur représentant qui s'est déployé. Ça veut dire que nous étions en plein là-dedans et nous avons fait un travail énorme. Donc, s'il y a des nouveaux inscrits, il faut aussi féliciter toutes les personnes qui ont permis que cela puisse arriver et qu'on arrive à ce résultat. Que tout cela puisse être possible. Donc vous êtes impliqué grandement et vous avez... Oui, bien sûr, bien sûr. On était très impliqués. Vous êtes en harmonie avec les chiffres annoncés. Je veux dire, vous avez le sentiment que c'est proche de la vérité? Même si on peut être en désaccord avec les chiffres, mais il faut reconnaître qu'on est en plein. Et comme ils vous ont dit, ils vont faire une conférence pour vous donner les chiffres exactement à un moment donné. En fait, la conférence a déjà eu lieu, c'était mercredi dernier, et c'est peut-être plus ou moins confirmé. Hein. Oui, plus de 50 000 inscrits. Plus de 50 000 inscrits. Mais seulement, vous savez, entre le nombre des inscrits et le nombre de personnes encore qui sont décédées et autres, absolument, à un moment donné, il faut faire tout ce ratio-là. Et comme je dis toujours, au-delà des inscriptions, je suis contente aujourd'hui qu'on parle de la carte biométrique. Mais moi encore, je voudrais quelque chose, et c'est notre souhait au SDF, que tout le système soit biométrique. Mais puisqu'on parle des élections, justement, vous êtes engagé avec un certain nombre d'autres partis politiques. Oui, et même dans le cadre de cette réunion avec d'autres partis politiques, nous avons travaillé là-dessus, et c'est la revendication même première de tous ces partis rassemblés, où nous voulons que le système soit totalement biométrique. On ne peut pas avoir à l'inscription le système biométrique, mais pendant le processus même électoral, pendant l'élection, qu'on ne soit plus dans le système biométrique et qu'on est dans un autre système. On a l'impression qu'il y a une fissure, une fracture, alors qu'en fait le système devait être de manière diagonale et qu'on aille jusqu'au terme. Voilà. Ah, encore un mot, peut-être en commentaire sur ce regroupement de partis, l'UMS, le MRC, le PCANN, le MP. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir quand même une idée des grandes innovations qui c'est peut-être, ou alors des grandes propositions que vous faites pour, en dehors, vous avez dit le code électoral, en fait le système électoral. Non, parce qu'en fait, il y a quoi d'autre dans ce cheval de bataille, le premier cheval de bataille, et ce quoi tous nous sommes d'accord,
c'est qu'il faut d'abord refaire le code électoral. Lorsqu'on a refait le code électoral, le reste suivra. Mais il faut refaire le code électoral. Parce que le gros problème aujourd'hui, c'est le code électoral. Et donc, nous estimons qu'il faut absolument qu'il y ait une réforme de ce code. Et ce sont des propositions que nous avons faites. Et même lors de la dernière rencontre avec les députés français qui étaient là, lors de la visite du président français, nous leur avons donné une mouture. Donc, ce sont des propositions. Et nous estimons que tout le monde devait se mettre ensemble, mais surtout que le gouvernement, le régime en place devait accepter cela. Si vous pensez, vous estimez que vous êtes tellement si fort et que vous êtes aussi bien implanté, alors pourquoi on a peur de modifier ce code électoral? Vous le dites si bien, la politique c'est aussi l'expression d'un rapport de force entre les entités. Mais vous avez donc conçu cet élément-là. Sur quoi comptez-vous? Sur quoi vous basez-vous pour qui c'est peut-être l'imposer ou alors permettre, ou alors recueillir l'adhésion du gouvernement afin que les modifications comme mais je vous le dis, M. Dipita, nous sommes un groupe de partis. Ça veut dire que ce n'est pas un seul parti politique. Je veux dire même 10, je ne sais pas, vous êtes une dizaine, mais vous n'êtes ni majoritaire à l'Assemblée nationale. On n'a pas besoin d'être majoritaire. C'est quoi la stratégie? Non, le problème c'est qu'on n'a pas besoin d'être majoritaire. Okay. Mais il faut se faire entendre. Il faut passer le message. L'essentiel c'est de passer un message. Et à la fin, qui ne nous dit pas, un jour même le peuple, parce que personne n'est plus fort que le peuple. Un jour même le peuple vous dira non. Et lorsque le peuple te dira non, il sortira, le peuple sortira dans la rue, il vous dira, ça suffit. Mais ce peuple-là, il l'observe quand même depuis 90. Non, qui l'observe? Non, le peuple n'observe pas depuis 90. En 92, il y a eu des grands mouvements ici, hein, même dans la ville de Douala. À un moment donné, le peuple, là, hein, il était très actif. C'est vrai qu'à un moment donné, avec tout ce qui est arrivé et les différents mouvements, à un moment donné, on a eu carrément un peu comme un tassement, et puis les gens se sont un peu comme s'ils se sont fatigués, mais ça va reprendre. Et c'est la raison pour laquelle, tous les jours, il ne faut pas manquer d'éveiller même la conscience des Camerounais et leur dire, voilà ce qu'il faut. Et c'est là le point d'anicroche. Lorsqu'on résolvera ce problème, si on le touche ici, ou on résout le problème du code électoral, ça veut dire que ça déclenchera tout ce qui suivra. À un moment donné, il ne faut pas perdre patience et ne pas penser qu'il ne faut pas le dire. Il faut le dire tout le temps et il faut mettre le peuple chaque jour et le lui rappeler que voilà ce qu'on doit faire. Dans votre stratégie, quelle est la prochaine étape? Vous avez donc, je présume que la mouture elle est bouclée. Après, que faites-vous? Bon, on vous dira. Puisque c'est un groupe. Hein. C'est un groupe et puis un groupe ne commence pas à divulguer ses stratégies. Vous savez que nous sommes carrément avec un gouvernement jacobin. Et despote, on ne sait pas quand est-ce qu'il agira ou comment est-ce qu'il agira. Donc, stratégiquement, nous avançons et à petits pas. D'accord. Reparlons donc du SDF et notamment de ces grincements dedans, je le disais tout à l'heure, qu'on entend sur un certain nombre de critères. D'abord, il y a les nominations qui, d'aucuns estiment que dans cette bataille, c'est une image entre Joshua aussi qui sait peut-être et Jean-Michel Nitieux. Les nominations sont pratiquement toutes les personnes qui sont acquises à l'un et par l'autre. Il y a d'abord cela, mais il y a également les résolutions du NEC que le groupe de Bouddha, par exemple, estime être illégales au regard de vos textes. Un certain nombre d'ailleurs des courriers, on va peut-être les parcourir, qui ont été... Vous, d'abord, avant le commentaire, avant l'analyse, comment avez-vous accueilli cette fronde, si on peut le dire ainsi? Moi, je ne pense pas que c'est une fronde. Surtout que, moi, je vais le dire clairement ici, et je le dis depuis que ça a commencé. À titre de rappel, moi, je ne suis pas secrétaire général du premier vice-président, Joshua aussi, surtout qu'il n'est pas président du parti. Ce n'est pas lui qui m'a nommé. C'est le chairman Ni John Fundi qui m'a nommé. Donc, je suis sa secrétaire générale. Et la secrétaire générale du Social Democratic Front. Donc, je ne suis pas la secrétaire générale d'un militant, mais de tous les militants. Et comme je suis la secrétaire générale de tous les militants, et ça, il faut le dire ici, M. Dipita Tongo, ce qui est curieux en politique, je trouve quand même curieux que des gens ou des militants, ou certains cadres, comme ils ont dit, les cadres, créent des problèmes qui n'existent pas. Si aujourd'hui on vient dire que la nomination de la secrétaire générale est antistatutaire,
On ne vous dit pas en quoi. On vous dit, on devait consulter. Mais les textes sont clairs. L'article 13, alinéa 3 de nos statuts sont clairs. C'est le chairman qui nomme le secrétaire général et ses adjoints. Après consultation du NEC, non, pas après consultation du NEC. Ni le shadow cabinet, ni le NEC. Il dit, après consultation de certains membres, on n'a pas indiqué qui est-ce qu'on consulte. Ça veut dire qu'il peut décider de consulter le premier vice-président, le 4e vice-président. Il peut décider de consulter les anciens membres du shadow cabinet. Il peut décider de consulter un président régional. Mais dans la jurisprudence, dans la pratique, comment ça se faisait avant? Non, le NEC ne disait pas son mot. Non, et je vais vous dire, le NEC n'a jamais dit son mot. Jusqu'à présent? Non. D'accord. Et je vais vous dire comment ça se passe. C'est au congrès de 2006 à Bamenda qu'on modifie les textes. On décide au congrès de 2006 que le secrétaire général et ses adjoints ne seront plus élus. Ils seront nommés. Et pour rappel, là, la première secrétaire générale nommée était Tamandjong Elisabeth. Absolument. Tamandjong Elisabeth, elle était nommée. Parce qu'elle venait, elle remplaçait Assongani à l'époque, qui était une secrétaire générale élue. Congrès de 2006. On décide que le secrétaire général ne sera plus élu, il est désormais nommé. Et Tamandjong est nommé. À la suite de Tamandjong, on nomme Tsoumelou Jean. Et lorsqu'on nomme Tsoumelou Jean en 2017, j'ai la chance d'être aussi nommé. Dans la même note qu'il le nommait, on m'a nommé moi-même. J'étais son adjoint numéro 4. Et vous savez comment j'apprends que je suis nommé? Non du tout. Je l'apprends un soir, moi je sortais de mon audience, tout le monde m'appelle, mon téléphone crépite. On me dit, tu es nommé. Je dis, comment je suis nommé? On dit que non, tu es secrétaire général adjoint numéro 4. Je dis, comment? On me dit. Et vous savez, c'était un jour, il n'y avait pas de NEC, il n'y avait rien. Moi, j'étais à une audience. Et 2 mois après notre nomination, 1 mois et demi après, près de 2 mois, on convoque un NEC. Et c'est comme ça qu'on assiste au premier NEC, en mars 2017, en cette qualité. Alors, il ne faudrait pas que les gens aient la mémoire courte. À un moment donné, on a la mémoire courte. S'agissant du shadow cabinet, c'est au même congrès de 2006 qu'on décide de mettre en place le shadow cabinet. Et lorsqu'on le met en place, il faut le dire, pour rappel de mémoire et d'histoire. On a des militants qui avaient démissionné en 2002, qui étaient partis du parti, et qui sont revenus en 2006. On les nomme comme membres du shadow cabinet. Et vous savez pourquoi on les nomme? Non du tout. Parce qu'au shadow cabinet, on n'a pas besoin de ton ancienneté, mais on a plutôt besoin de ton expertise. Et c'est ce que nos tests disent. Et sur ce... Vous répondez à ceux qui estiment que les nouveaux militants n'ont pas... Et sur ce, il faudrait que je le dise ici aujourd'hui. Monsieur Dipita Tongo, Maître. Voici nos textes. Je les ai amenés. J'ai amené des statuts parce qu'on peut les vérifier. Nous avons 3 types de membres au NEC. D'accord. Et ces 3 types, il y a 2. Nous avons les membres de droit, c'est-à-dire les membres de droit. Et maintenant, vous avez des membres. Mais maintenant, statuairement, on a 3 types de membres. Vous avez ceux qui sont élus. Le président national, c'est vice ainsi que tous les autres qui sont élus. Ils sont élus au Congrès. Okay. Eux, l'article 7, alinéa 4 s'applique sur eux et exige qu'ils aient l'ancienneté requise pour être candidats au Congrès. D'accord. Maintenant, s'agissant des membres nommés, le secrétaire général que je suis, ses adjoints, les membres du shadow cabinet sont nommés. Mais il y a un autre type de membres de droit du NEC. Ce sont les présidents des associations des maires, des associations des conseillers régionaux, les présidents de l'Assemblée nationale, les présidents du groupe à l'Assemblée nationale, les présidents du Sénat, les présidents du groupe au Sénat, les présidents de la République. Donc, ça veut dire que vous avez d'autres militants qui sont là lorsque, dans le cadre institutionnel, ils ont des postes qui leur sont conférés directement. Il y a des fonctions, ils deviennent membres de droit du NEC. Absolument. Ça veut dire que tu as tel poste à l'extérieur ou dans telle institution, tu es membre de droit du NEC. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de regarder si tu as l'ancienneté ou pas. C'est le poste que tu occupes dans le cadre institutionnel qui t'exige et te confère
le droit d'être membre du NEC. Et tu es membre du NEC du droit. Alors, s'agissant de Bouddha, moi, je n'aime pas parler de ça, parce que j'estime que quand les cadres vont se réunir, ils disent que c'est une réunion de cadres. À titre de rappel, je ne sais pas s'il y a une structure du parti qui s'appelle cadre. Nous avons la cellule, la circonscription électorale, la coordination départementale, le comité exécutif régional, le comité exécutif national et le congrès. Je crois que quand on cite cela, on ne voit pas une structure de parti qui s'appelle cadre. Mais maintenant, comme je l'ai toujours dit, on peut avoir, ou on peut faire des contestations, et puis ce n'est pas la première fois. Hein. On a eu les cas Mouna avant, les cas Ngouassiri avant. Ce n'est pas la première fois où le SDF vit une crise ou des contestations. Donc, on a toujours survécu au-delà de nos contestations. Et le parti survit. Ce qui est essentiel, c'est de se mettre ensemble et de travailler. Maintenant, qu'ils fassent leurs contestations, c'est leur droit le plus absolu. Ils peuvent le faire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, moi, secrétaire général du parti, mon objectif, ce sont les contestataires? Non. Mon objectif, c'est de savoir comment est-ce qu'on renouvelle le parti, comment est-ce qu'on préparera le congrès, comment est-ce qu'il faut reconquérir le cœur des Camerounais, comment est-ce qu'il faut se déployer sur le plan national. C'est ce qui m'intéresse. Mais nous, on aimerait savoir comment vous vivez tout cela de l'intérieur. Je n'ai pas besoin de le vivre. Hein. Je suis secrétaire général, ça veut dire que j'assume mon poste. Absolument. Et comme j'assume mon poste, j'assume ma fonction. Donc je ne suis pas là, je ne veux pas faire des yeux doux. Mais les autres éléments qui sont quand même... X ou Y. Les autres éléments qui sont mis en épine sur la tête du chairman, il y a certains estiment que le NEC avait décidé de la non-participation aux dernières élections, par exemple législatives, bref locales, la non-participation au défilé, et que s'entêtant, le SDF, du moins le chairman, tout de go comme ça, a décidé que le parti y va sans forcément... ce qui a suscité une certaine grogne, en fait, qui a amplifié... Ok. Monsieur Tongo, entre deux NEC, qui gère le parti? Entre deux réunions, qui gère le parti? C'est le chairman. Est-ce qu'il gère ça, Est-ce qu'il ne tient pas compte des résolutions? Il a dit qu'on tient compte des résolutions. Mais je vais vous dire, il y a une résolution qu'on avait prise au Congrès, qu'on n'allait plus jamais boycotter les élections. Est-ce qu'une résolution du NEC peut-elle annuler une résolution du Congrès? Congrès. Oui, alors que le Congrès est l'instance supérieure du parti. Non, on ne peut pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas nous-mêmes violer une résolution du Congrès. Il faut aller au Congrès encore pour le changer. D'accord. À un moment donné, il faudrait qu'on apprenne à être sérieux. Et ce qui est bien, c'est que vous avez dit, ce sont des anciens, ce sont tels. Mais comme vous avez dit, on a pris une résolution qu'il ne fallait pas aller à l'élection. Mais il faudrait aussi qu'on soit cohérent quand on est homme politique. Lorsqu'on décide de ne pas aller à l'élection et que tu y vas, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as décidé d'y aller. Ça veut dire que toi, tu as suivi ce qu'il a dit. Et si tu estimes que tu ne devais pas aller aux élections et que tu es élu, la cohérence voudrait que soit tu quittes l'institution et que tu dises que je quitte parce que je ne le voulais pas. Mais si tu dis que je ne voulais pas, c'est comme une femme, votre épouse vous dit, je ne voulais pas faire telle chose, mais tu m'as demandé de le faire, je l'ai fait. Mais tu l'as fait. Alors si tu l'as fait, assume aussi l'acte que tu as posé. C'est un acte que tu as posé. Tu ne peux pas poser un acte et tu penses que tu vas l'imputer à l'autre. Parce que c'est un acte qu'on prend individuellement. On est candidat dans une circonscription, dans une commune, et on assume l'acte qu'on pose, ou même son acte de candidature. Donc vous dites à ceux qui sont y allés, vous avez eu tort de respecter... Non, moi-même je suis allé, et j'assume. Et c'est la raison pour laquelle, quand je vais au conseil ou partout où je vais, j'assume ce que je fais. Et j'assume l'acte que j'ai posé. Je suis allé à l'élection et c'est la raison pour laquelle... Mais je veux quand même dire que qu'on est... Vous l'avez dit, le SDF est quand même habitué à ce genre de... Mais qu'on ait quand même des contestations de ce niveau, je veux dire, on essaie de se faire une autocritique. Avez-vous le sentiment que le SDF, il y a une frange, d'ailleurs, ils se définissent comme étant ceux qui veulent ramener le SDF originel. C'est dans les communications qu'ils font. Vous dites que le SDF, avez-vous le sentiment que le SDF s'est éloigné de sa démarche d'antan? On l'a connu, SDF, j'ai fait dire radical, hein, je veux dire, c'était quand même le SDF Power des People, le chairman, on le voyait quand même dans les rues à l'époque. Vous allez dire qu'il était peut-être un peu plus jeune. Mais n'avez-vous pas le sentiment, au regard quand même de ces revendications-là, que le SDF s'est un peu éloigné de sa ligne politique, de sa ligne
de sa stratégie combattante de départ? Vous savez, M. Dipita Tongo, ce qui est bien au SDF, c'est que les régions sont autonomes. Et chaque région gère ses structures de manière autonome. Autant le président régional est autonome, autant le président de la circonscription est autonome. Mais ce que je voudrais savoir, est-ce que quelqu'un d'entre eux a voulu faire une marche et que le chairman l'a interdite? Ou c'est le chairman qui doit toujours faire des marches? Est-il le seul militant? Nous sommes tous militants. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit l'échec ou le succès du SDF dépend de nous tous. Et nous devons nous mettre ensemble pour travailler et surtout pour faire revivre et revigorer l'image qu'on a eue du SDF. Ce n'est pas l'histoire d'une personne. On ne peut pas commencer à dire on a perdu la ligne idéologique. La ligne idéologique, qui a voulu la remettre ou qui a essayé de la mettre en place ou qui a essayé de l'exercer? On a interdit à cette personne de le faire. Non, on n'a interdit à personne. Mais comment expliquez-vous, comment justifiez-vous qu'au lendemain des élections, notamment l'élection présidentielle notamment, oui, on a vu quand même que pour aller à ces élections, bon, il y avait encore une forme d'équipe. Le SDF n'était pas aussi, mais au lendemain, c'est au lendemain de cette élection présidentielle notamment qu'on a vu comme cette fracture-là, cet éloignement d'un certain nombre de cadres, du candidat par exemple. Non, ce n'est pas une fracture, hein, il faut le dire. Hein. C'est parce qu'à un moment donné, les gens ont peur d'affronter la réalité. Okay. On a peur d'affronter aussi certains événements. Il faut se dire, nous avons 2 régions qui sont mal. Okay. Et si nous avons eu un résultat comme on a eu, qu'on sache aussi que dans nos 2 régions, les gens ne sont pas allés voter. Même nos propres militants ne sont pas sortis pour aller voter. Donc, à un moment donné, on peut expliquer le résultat qu'on a eu. Mais maintenant, on ne peut pas faire de ce résultat l'histoire d'une seule personne. Si c'est un échec à nous tous. Parce que dans les autres régions, ce n'est pas le candidat seul qui devait se déployer, c'était tout un ensemble. C'était l'ensemble des militants, des présidents et autres. Chacun devait faire un travail sur le terrain pour soutenir ce candidat et pour porter ce candidat. Alors, on ne peut pas prendre un échec et faire de l'échec d'une personne. C'est l'échec de nous tous. D'accord. Et je pense qu'à un moment donné, il faut sortir de cet échiquier et faire une transposition et se dire quel est notre nouvel objectif, vers où nous voulons aller. Et c'est ça l'essentiel. Et c'est la raison pour laquelle les revendications de Bouddha me disent, moi, je ne m'attarde pas là-dessus. Je ne m'attarde pas là-dessus parce que je pense que, et puis il faut le dire, hein, nous sommes à un NEC, hein. Le NEC, c'est pratiquement plus de 80 membres. Alors, si tu as 80 membres, sur les 27, tu n'as que 18 membres du NEC. Tu n'as pas, les 9 autres ne sont pas membres du NEC. Alors, si tu n'as que la dissidence de 18 personnes, ça veut dire que la majorité encore est là. Et la majorité a un objectif. La dynamique politique. Oui. Et non. Et c'est ça qui est l'essentiel. Hein. Et se dire, quel est l'objectif fixé? Quels sont ces fixés nous-mêmes comme objectifs? Qu'est-ce que nous voulons atteindre? Où est-ce que nous allons? Justement pour la vision, oui, peut-être dans la perspective du NEC, on va finir avec une dernière question sur ces revendications. Elle est d'ordre financier. Donc on estime quand même que le SDF, après autant de temps dans les instances, notamment à l'Assemblée nationale, au Sénat, en termes de mairie, qui n'est pas un siège, on parle quand même aussi de la gestion des fonds de ce parti, 270 millions de francs, que certains avancent comme étant en s'interrogeant, que sont devenus les fonds, comment est-ce que l'argent se gère au SDF? Donc on estime que le SDF, le président, le chairman, se paie des privilèges illégaux. Bon, ce sont des oui-dire. Simplement. Vous savez quoi je dis que ce sont des oui-dire? Non, ce qui est bien, c'est que les résolutions du 14 mai 2022 demandaient au département financier de faire l'audit. Et on a depuis demandé l'audit. Et les résolutions du dernier NEC encore le réitèrent. Alors, si on fait l'audit, au terme de l'audit, si c'est lui qui a le problème, l'audit nous dira. D'accord. Alors, on ne peut pas dire qu'on fasse l'audit et qu'au lieu de faire l'audit, des gens plutôt sont en train de faire plutôt, de tambouriner partout sur les réseaux sociaux, alors qu'il faut faire l'audit. Et je me réjouis. Parce que parmi les personnes qui sont concernées par l'audit, ils sont parmi les 27 et il faut le faire. Alors qu'on ne fait pas l'audit, qu'on fasse l'audit et l'audit étalera qui utilise ou qui n'utilise pas l'argent.
Prenons ce compte rendu parlementaire, peut-être pas du SDF, on va parler des élus. Vous centre aussi également, mais cette fois-ci des élus du RDPC, 2 ans après, ou du moins depuis la pandémie Covid, ils n'avaient pas rendu compte à leurs électeurs. Il s'agit des députés Doc Collins et puis l'honorable Marley Sopotouté, qui étaient donc devant leur population cette semaine ici à Douala. Suivez plutôt. Faisant suite. Les députés RDPC de la circonscription de Vaury-Centre, région du littoral, renouent avec les comptes rendus parlementaires. Nous sommes là dans le cadre de nos missions. C'est pour ça que nous sommes venus rendre compte de ce que nous faisons à l'Assemblée nationale. À Douala, ce 30 août, les députés RDPC se sont réunis ici à la salle des fêtes d'Aqua. Objectif, rendre compte de leurs activités à l'Assemblée nationale lors du déroulement des sessions de mars et juin 2022. En mars, nous avons eu à étudier 9 projets de loi et en juin, on a étudié 7. Certains projets étaient assez importants, notamment en mars, celui concernant le secret bancaire, le texte concernant la protection de nos routes, et ainsi de suite. Et en juin, vous savez, on a eu à échanger sur l'ordonnance prise par le président pour revoir le budget. Et aussi un important texte qui concernait la procréation médicalement assistée. Ce texte a aussi donné lieu à beaucoup d'échanges parce que vous savez, c'est un texte qui touchait à l'éthique et à certains aspects religieux. Suspendu depuis 2 ans en raison de la pandémie du coronavirus, ces députés RDPC de Vaury-Centre annoncent le retour effectif des comptes rendus parlementaires aux populations de leur circonscription. Concrétisation d'une promesse de campagne, conclut-il. On a envie de se demander, vous, SDF Centre, Vaury-Centre, à quand votre compte rendu parlementaire? Avant la fin de l'année, nous le ferons. D'accord. Nous le ferons. Mais surtout, on ne met pas d'abord l'accent sur le compte rendu. On veut d'abord terminer avec toutes nos activités d'ordre social. Et lorsqu'on aura terminé, maintenant nous verrons faire le compte rendu. Parce que le compte rendu parlementaire, autant il faut le faire, mais autant aussi il faut se poser des jalons et des actes concrets sur ce dont les députés perçoivent à l'Assemblée en tant que micro-projet. Parce qu'on saurait percevoir cet argent et ne pas venir réaliser des choses sur le terrain pour les populations dont nous représentons. Mais nous sommes en septembre, là, ça va faire 9 mois déjà. Je veux dire, on peut avoir au moins 1 ou 2 aperçus vous le fera. Sur vos activités déjà. On a plusieurs activités. C'est la raison pour laquelle je disais, lorsqu'on organisera cela, vous serez conviés sûrement et on déroulera tout ce que nous avons fait tout au long de l'année. Par exemple, dans les activités sociales, on en a fait plein. Hein. On en a fait à Kondo, à Bonabassem, partout ailleurs. Donc, c'est la raison pour laquelle je disais, on vous détaillera tout ce que nous avons fait tout au long de l'année. Vous, à titre personnel, vous la militante, loin de la fonction de secrétaire général et tout, vous la militante, comment percevez-vous cette querelle, j'ai failli dire, ou alors ces invectives que l'on entend depuis le littoral contre le bureau national, contre le président national, le chairman contre le vice-président, ancien candidat à l'élection. Est-ce que vous vous sentez interpellé par ce genre de... Vous savez, les querelles, les discussions de personnes, moi je n'entre pas là-dedans. D'accord. Parce que moi je suis au-dessus des discussions de personnes. Moi ce qui m'intéresse, c'est le débat idéologique. Ok. Ce que nous avons à faire. Et vous dites qu'il n'y a pas de débat idéologique, il n'y a pas deux lectures. Non, pas du tout. De la vision du SDF pour le pays. Un seul SDF. Et vous verrez au Congrès, en qualité de secrétaire général, j'exercerai bien mes fonctions et je dirigerai ce Congrès en tant que secrétaire général. Mais surtout, vous verrez que ce sont des militants des régions qui seront là et des militants qui seront accrédités, qui seront dans la salle et qui vont voter. Vous ne verrez pas deux SDF. D'accord. Alors ce congrès, c'est l'année prochaine. Et le chairman a fait plusieurs déclarations allant dans le sens de « je ne serai plus président ». D'ailleurs, il avait déjà dit qu'il ne sera plus candidat. Il a matérialisé, il ne s'est pas porté candidat. Il a envoyé le premier vice-président. Là, il dit « je ne serai pas président ». Vous dites, ces sons-là,
c'est dans la perspective du remplacement du chairman. Y a-t-il des luttes, des batailles de succession au sein du parti qui ont commencé? Quand vous dites qu'il n'a pas été candidat, il s'est fait remplacer et il a positionné l'autre, je refuse. Aussi Joshua, premier vice-président et candidat à la présidentielle, a été élu au Congrès. Et il y a un congrès extraordinaire pour les élections présidentielles. Il était soutenu par le chairman? Non, il n'était pas soutenu par le chairman. Ah bon? Non, 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 non. Vous savez quoi? Non du tout. Tellement on avait mis la pression au chairman, on lui disait, c'est sûrement toi qui le soutiens, qui n'a même pas voté. C'est le seul qui n'a pas voté. Parce qu'il avait dit, je ne mettrai pas ma voix. Allez-y. Et les écarts étaient tellement énormes et consistants que tout le monde s'est rendu compte. Et c'est ça la vraie bataille. Hein. La vraie bataille, c'est de se dire, hein, en tant que parti sociodémocrate, qu'est-ce que nous faisons? Quelle est notre idéologie? Comment est-ce qu'il faut axer cela? Sur quoi est-ce que nous devons travailler? Voilà l'essentiel. Moi, les batailles, donc, je n'entre pas là-dedans. Vous allez faire les batailles, on va dire, j'entends des gens dire, sur la bataille telle. Qui vous dit qu'au Congrès, il n'y aura que 2 candidats? Personne ne sait. Qui vous dit que je ne serai pas candidate moi-même? Qu'est-ce qui m'interdit d'être candidate? Rien du tout? Rien. 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 Donc, cessons de renfermer le débat et de faire le débat de 2 personnes. Ils sont militants comme tout autre. C'est vrai que l'autre est premier vice-président, l'autre est président régional, que chacun reste à sa place et que celui qui sait qu'il a le droit de respecter l'autre tel qu'il est, qu'il le respecte. Que chacun reste à sa place. Mais je ne fais pas le débat de personne. Moi, je suis dans le débat. Moi, je suis secrétaire général. En tant que secrétaire général, je rassemble tout le monde. D'accord. Mais rien ne m'empêche aussi moi d'être candidate. Rien n'empêche. Vous êtes sereine dans la perspective du congrès de 2023? Ah, très sereine. Surtout que moi, ce que je fais là maintenant, c'est de vérifier et d'être au courant continuellement, avoir recueilli les rapports des renouvellements qui sont en train d'être faits sur le terrain, parce que moi, c'est ce que j'aurais besoin comme document pour le Congrès. Et voilà notre objectif aujourd'hui, c'est de travailler pour le renouvellement. Et c'est ce qu'il faut faire. Et il faut le dire. Je sais que lors des dernières résolutions, je sais que la presse aussi a fait des sorties là-dessus pour dire oh, on a pris des résolutions, oui, mais seulement on a eu des... Et puis il faut le dire, tous les renouvellements qui sont faits dans le parti en ce moment sont faits par des élus. Parce qu'on s'est dit... Dès la base. Oui, et on s'est dit que ça devait nous coûter énormément financièrement. Alors, comme le coût financier était énorme, on a demandé aux élus, c'est-à-dire sénateurs, députés, maires, adjoints au maire, de se mettre ensemble et d'aller dans les 10 régions de procéder au renouvellement. Et c'est ce que tout le monde a fait. Et ceux qui étaient à la traîne même ont pu rattraper. Mais maintenant, on s'est rendu compte que on a eu certains élus qui depuis pratiquement près d'1 an, on a commencé, on a sorti, on a carrément fait le dispatching et on a constaté que certains ne sont pas allés. Et le chairman, et puisque la contribution des élus, ce sont des contributions statutaires, parce que c'est écrit dans nos statuts qui doivent contribuer, on a dit, ok, prenez vos contributions, mettez-les plutôt dans le renouvellement, allez, faites le déploiement dans le parti, renouvelez les structures pour que les structures fonctionnent. Parce qu'on ne peut pas aller au Congrès si on n'a pas de structures qui fonctionnent. Alors, lorsque certains élus n'y vont pas, restent depuis près d'1 an, et ils voulaient faire quoi? Revenir, être candidat toujours dans le même parti? Non. Donc ils ont été exclus par une résolution? Non, nous avons carrément, et moi j'étais la première à proposer cela, on ne peut plus continuer à fonctionner dans le désordre. Si tu penses que tu es élu, et tu es élu grâce au parti, puisque tu es élu parce que tu étais candidat du parti, ça veut dire que nous devons travailler pour avoir plus d'élus sur l'ensemble du territoire. On ne peut pas être élu et refuser. Et la conséquence, c'est que ceux qui ne l'ont pas fait ne seront pas bien sûr reconduits. Et vous savez bien que cette résolution a quand même suscité, a donné le sentiment à certains que c'est Jean-Michel Etche qui était visé, par exemple. Pourquoi il était visé?
vous l'avez dit, il fait partie, du moins... Je n'ai pas cité son nom là. On constate qu'il fait, fait partie de ceux qui ne se sont pas déployés. Moi, en tout cas, je sais que j'ai envoyé des gens dans les régions. Et vous savez combien d'élus allaient par région? Non, du tout. 2 élus. Donc vous ne pouvez pas les citer seuls. Donc citez aussi le deuxième. D'accord. Donc le deuxième. Donc on commençait par... Vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'on reste focalisé sur des gens alors que nous avons un problème de principe, un problème statutaire. Et c'est ça le problème. Et moi, j'ai dit, et en tant que secrétaire général, non, ne vous en faites pas, je veux m'assurer que tout soit respecté. D'accord. Et tout sera respecté. Je dis, on ne peut pas être élu et ne pas donner la chance à d'autres localités, à d'autres communes, à d'autres régions, d'avoir d'autres élus. Et c'est le drame. Parce qu'à un moment donné, je dis bien, nous sommes un parti social-démocrate, que les gens sortent des clichés, carrément, du parti au pouvoir, hein, parce qu'eux là-bas, on vole de l'argent, on mange, on fait du désordre, mais chez nous, il y a quand même de la repartie. D'accord. Et la repartie voudrait qu'on travaille d'abord pour notre base, pour les populations et pour l'ensemble des Camerounais. Il nous reste près d'un quart d'heure. On va sortir des questions purement SDF. On va parler quand même aussi de la situation socio-politique du pays. Peut-être un mot sur les questions sécuritaires dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Mais avant, je voudrais à nouveau vous inviter à la régie pour regarder cet autre reportage. Il s'agit de la sortie à Douala des membres avec à leur tête le président du Conseil national de la communication, Joe Tchibonke Kalabutse, sont venus donc rencontrer ici des journalistes, des présentateurs de débats, notamment pour essayer d'échanger avec eux sur un certain nombre de questions relativement à la gestion justement de ces débats. Suivez ce reportage. The canons of mass communication like balance, accuracy and gatekeeping are most violated by the audiovisual landscape and thus a need for correction, says the National Communication Council boss Joe Tchibonke Kalabutse. Most of our younger colleagues who are moderating debate, it's not all and it's not every day, but most often we find that those who are invited sometimes go overboard in the pronunciations which they make. Sometimes you have quarreling on the set, and sometimes the moderators themselves don't call their guests to order if they say something which is not correct. And so we think that it's something we just want to revive this professional. Alors désolé pour ce léger désagrément, hein. On va certainement revoir cet autre reportage dans le cadre de nos prochaines éditions. Si ce n'est pas ici, ce sera dans l'édition d'information. Alors parlons un peu de la situation socio-politique du pays, telle que perçue par le SDF, sur le plan purement politique, évidemment, le RDPC, que ce soit au niveau du Parlement ou dans les mairies encore, le grand maître de la situation en termes d'élus. Mais quand on regarde ici la vie politique, tout au moins des acteurs de l'opposition, on sent encore comme une grande disparité des invectives entre les partis. Bref, vous, au SDF, comment vous le percevez tout cela? Quelle est la lecture de l'état socio-politique au fait du pays aujourd'hui? Alors, la lecture que je fais de l'état socio-politique du pays aujourd'hui, je n'accuserai pas la disparité des partis d'opposition, mais surtout, il faudrait bien le noter, hein, on ne saurait parler de la situation socio-politique du Cameroun sans parler des problèmes de liberté, parce que nous sommes en face d'un régime frileux qui, à un moment donné, ou à tous les coups, généralement, a peur. On ne sait pas de quoi ce régime a peur. Mais moi, en tant que social-démocrate, je parlerai du pouvoir d'achat. Parce que si on parle de la situation sociopolitique, on parlerait des problèmes de liberté individuelle. Mais je ne manquerai pas de parler du pouvoir d'achat parce que moi, comme je dis toujours, je pense aux populations. Je pense aux populations parce que ça, le régime de Yaoundé, comme certains l'appellent souvent, si bien le régime jacobin, nous a montré quelque chose d'extraordinaire. Au Cameroun, tout le monde parle de la vie chère. On a même institué la MIRAP,
qui fait des marchés périodiques. Et on dit à tout le monde, on lutte contre la vie chère. Mais si on lutte contre la vie chère et qu'on n'a pas l'argent dans les poches, même si on met ça à 300, comment est-ce qu'on s'en sortira? Comment est-ce que celui-là fait pour acheter, même si on diminue le prix à 500, s'il n'a même pas les 500? Alors, et comme je dis, aujourd'hui, en tant que parti social-démocrate, je pense que nous, au SDF, notre préoccupation, ce sont les populations, c'est le bien-être des populations. Et c'est la raison pour laquelle je dis, pour moi, ma préoccupation aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Comment est-ce qu'on fait pour aider les populations? Comment est-ce que les populations feront-elles pour gagner de l'argent? Comment est-ce qu'elles feront-elles pour sortir de la précarité? Voilà ce sur quoi moi je vais axer ma réflexion. Et non pas sur des querelles et des invectives. C'est vrai que les querelles et les invectives, il y en a, mais je pense que tout responsable politique assez correct ne permettra pas cela. Parce que même chez nous, SDF, nous ne permettons pas cela. Et puis nous estimons qu'il faut respecter nos adversaires, que ce soit le régime en place ou les autres partis d'opposition qui sont pratiquement des alliés. Il faut les respecter. Et même ceux qui sont, les partis qui sont alliés au régime en place, il faut respecter les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, le débat qu'il faut faire, c'est un débat d'arguments et non pas un débat d'invectives, de querelles. C'est de se dire, ok, tu as tel argument, mais moi je viens te démontrer par mon argumentation que tu as tort de penser tel que tu penses. Voilà ce qu'il faut faire. Et je pense qu'aujourd'hui, le régime en place aussi a passé son temps un peu à fragiliser l'opposition en créant des partis fantoches. On a souvent eu sur la scène... parce qu'aujourd'hui, comme on a 300 partis, plus de 300 partis, tu ne sais pas ce que... à peine si on connaît même 50 partis réellement, tu as des partis dont on n'entend même jamais parler. On se demande pourquoi autant de partis sur la scène. Et puis, cette fragilisation de l'opposition et même des partis d'opposition ne permet pas souvent de voir clair et ne donne pas souvent une certaine clarté aux populations. Et je pense que ce sont des choses qu'il faut décrier et dénoncer. Et je pense que de plus en plus les opposants comprennent cela. Et les partis d'opposition, même jusqu'aujourd'hui, que ce soit en 92 avec l'Union pour le changement et même aujourd'hui la mutualisation des forces pour l'UPC, démontre à suffire que les partis d'opposition ont compris qu'il fallait mutualiser les forces, travailler ensemble, mais surtout pour atteindre les meilleurs objectifs. Parce que les meilleurs objectifs, c'est quoi? C'est chasser le parti au pouvoir, le renverser. Mais pour le renverser, il faudrait qu'on mutualise nos forces, qu'on travaille ensemble et qu'on voie comment est-ce que nous pouvons les évincer. Mais n'empêche que dans cette, j'ai failli dire nouvelle, ou alors dans cette stratégie, dans cette vision du SDF telle que vous venez de la décrire, d'aucuns estiment que vous êtes désormais un parti accompagnateur du RDPC. On a reconnu le SDF critiquant jusqu'à une certaine époque des décisions gouvernementales, prenant position contre... On a par exemple vu sur la crise anglophone, il y a au lendemain de l'année 1996, les élus du SDF ont pratiquement paralysé les travaux à l'Assemblée nationale. Je veux dire, ce SDF-là, depuis peut-être 2 ans, depuis l'élection présidentielle, on ne le voit plus beaucoup. Un SDF qui se mobilise à travers des marches, peut-être, ou alors essaie de saisir les autorités locales, gouverneurs et tout ça, lorsque des libertés publiques, par exemple, sont menacées, ou alors... Ce SDF-là, d'aucuns estiment que c'est plus le même SDF. Alors, Monsieur Duputa, je voudrais dire que, alors là, j'ai l'impression que soit la mémoire est courte, soit il y a un problème. Certainement la mémoire. La mémoire est courte. Parce qu'il y a encore quelques temps, là, à la dernière session, on a vu les députés du SDF, du PCRN et les autres sortir et créer un blocus à l'Assemblée face au ministre des Finances. Ça veut dire que ça s'est passé en 2022, ce n'était pas en 2021. Donc, dire qu'on ne le fait pas, c'est qu'on est de mauvaise foi. Ça veut dire qu'on refuse de croire que c'est cela. Et on vit aujourd'hui au rythme des réseaux sociaux. Et on voudrait que les réseaux sociaux nous imposent des choses. Et on voudrait faire comme dans les réseaux sociaux. Non. Nous avons
généralement, quand nous avons à faire quelque chose, nous le faisons. Et il faut le dire aux Camerounais, que ce soit Mouchipouguet, à l'époque, ce sont les députés SDF. Oui, c'était les députés SDF. La réforme ONEL 1, ONEL 2, tout ça, ce sont des réformes du SDF. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons et nous menons ces batailles. Mais maintenant, hier, nous étions plus nombreux. Et c'est la raison pour laquelle le blocus était encore plus ressenti parce qu'on avait un groupe parlementaire. Et aujourd'hui, la mutualisation des forces avec le PCAN, l'UMS, nous permet encore d'avoir un certain groupe qui permet de créer une autre force au sein de l'Assemblée nationale. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu, dernièrement, lors de la dernière session, il y a eu un blocus. Mais dire qu'on ne le fait pas, non, c'est de mauvaise foi. Et je pense que même lorsque la grève des enseignants a commencé, et je crois que l'honorable aussi Joshua est passé à une émission où il a carrément dit que lui, il est questeur à l'Assemblée. Il était membre de la commission des finances. Sur ce plateau. Et voilà, et c'était sur ce plateau, voilà. Et qui n'avait jamais vu une ligne budgétaire attribuée aux enseignants et qui disait qu'il y avait des arriérés de salaire. Qui n'a pas cette ligne budgétaire. Alors, comment peut-on être accompagnateur du RDPC et le dénoncer? D'accord. C'est qu'à un moment donné, c'est qu'on n'est pas logique. Je vais vous prendre encore un autre exemple. En une minute. Les travaux qui ont été faits à l'école publique de New Dedo. Alors, si on était accompagnateur, pourquoi est-ce que les autorités administratives sont descendues, mais nous, militaires, ils l'ont dit? Parce que pour nous demander d'arrêter les travaux, que nous ne devions pas faire cela. Ils ont créé tout un tollé. On est accompagnateur, puis on fait ça. D'accord. Un mot sur la situation sécuritaire dans la région du nord-ouest, sud-ouest. On ne le dira pas assez, c'est quand même votre fief, votre réservoir électoral. Demain, c'est la rentrée. Les ministres de la Sécurité et ceux de l'Éducation rassurent. Vous avez des nouvelles de ce côté, vous vous dites Oui, on a des nouvelles, surtout qu'on a encore 2 députés là-bas, on a un maire et certains adjoints au maire qui travaillent. C'est vrai qu'ils mènent beaucoup d'actions, c'est comme celles que nous menons ici, mais seulement nous ne pouvons pas, nous ne pouvons même pas les dire de manière officielle là, parce que vous savez, il faut les préserver et les protéger. Vous savez, avec les exactions et les escalades dans les zones, dans les 2 régions anglophones, on fait très attention. Mais, monsieur Diputa, on parle de la rentrée scolaire, on ne peut pas dire sereinement qu'on recommencera l'école de l'autre côté. Parce que tout le monde connaît les escalades et les violences qu'il y a dans certaines zones. Parce que vous avez des zones calmes, hein, vous avez Limbe et autres qui sont calmes, mais vous avez aussi des zones qui sont encore très bouillantes et dont les exactions sont énormes. Autant nous avons souvent, et au SDF, on a souvent critiqué les exactions des Amazoniens, autant nous avons aussi critiqué aussi le plus souvent la répression musclée de l'armée. Et nous ne sommes pas là d'accord, et c'est la raison pour laquelle nous continuons à dire au SDF que la solution pour cette crise, c'est le fédéralisme. D'accord. Qu'on s'énerve, qu'on soit content ou pas, c'est le fédéralisme. C'était d'ailleurs votre projet. Oui. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est le fédéralisme. Parce que même la décentralisation aujourd'hui qui a été mise en place et qui veut être, qui est en train d'être implémentée, connaît ses défaillances. La décentralisation, elle est mise en place par une loi. Et qu'on peut changer. Tout le monde connaît les lois subséquentes qu'il y a eu depuis 2004 et autres, dans les mairies et autres. Mais je dis, la solution, c'est le fédéralisme. Et le fédéralisme, parce que le fédéralisme, la péréquation fédérale est inscrite dans la Constitution. Et la Constitution, on ne la change pas tous les jours. On va pas la modifier tous les jours comme une loi. Parce qu'à l'Assemblée, tu peux modifier facilement une loi, mais on ne va pas dire à chaque année qu'on va carrément terminer un projet de loi, un projet de révision de Constitution. Maître, pour terminer, si vous avez un mot à dire à ceux de vos camarades qui n'ont peut-être pas la même compréhension que vous de tout ce que vous venez de nous expliquer là, de la démarche du SDF jusqu'à son congrès, jusqu'aux prochaines échéances, que diriez-vous à vos camarades? J'appelle mes camarades à revenir, mais surtout
à travailler avec tous les représentants et les commissions du NEC qui sont sur le terrain, de travailler et surtout de procéder au renouvellement parce que le meilleur est à venir, le congrès c'est en 2023, mais en dehors du congrès, nous devons rebâtir, mais surtout travailler pour refonder de manière structurelle le parti. Et travailler sur la restructuration du parti, c'est travailler aussi dans la nouvelle vision. Vous savez, nous avons traversé en 2020 la crise du corona et comme je le dis souvent, c'est là où je me suis rendu compte que dans nos statuts, par exemple, on n'avait pas intégré les visioconférences et autres. Et je pense qu'ensemble, nous devons réfléchir et voir comment est-ce qu'il faut améliorer nos tests et remettre et l'arrimer au contexte actuel et aux contingences même du contexte actuel. Et je pense qu'il est temps qu'on se mette ensemble, qu'on travaille, mais surtout qu'on travaille pour le bien-être des Camerounais, pour le bien-être de notre parti, mais surtout aussi pour un SDF fort, conquérant, qui sûrement pourra prendre le pouvoir d'ici peu. Maître Adeline Djomga a été l'invité de ce dimanche, la secrétaire générale, s'il faut épouser l'air du temps, du SDF. Merci infiniment. Merci, monsieur le député Tongo. Merci aux téléspectateurs. Je voudrais souhaiter beaucoup de courage aux parents. Absolument. Qui affrontent les difficultés financières de la rentrée scolaire et tout. Je voudrais aussi souhaiter bonne rentrée scolaire aux enfants, mais surtout beaucoup de courage aux enseignants et qu'ils sachent que nous sommes de tout cœur avec eux, nous sommes dans leur combat, nous les soutenons dans leur combat. C'est juste ce qu'ils vivent et il faudrait aussi qu'ils vivent des situations assez équitables, mais surtout qu'ils sortent de la précarité dans laquelle ils se trouvent. Bonne rentrée scolaire à la jeunesse camerounaise. Demain, c'est le 5 septembre. C'est une nouvelle semaine d'avance. Je vous souhaite une excellente semaine. Bonsoir et à dimanche prochain pour une autre édition de Face à l'actu.